secondes, c'est parti. Donc, nous allons faire une conférence sur le couple céramique-céramique. En se demandant si c'est le bon. Et merci, Christian Mabi, de participer à cette conférence avec résistance, puisque c'est la deuxième fois que tu essaies de faire cette conférence. En France, le couple céramique-céramique est largement employé, mais la question qui se pose, est-ce qu'on a raison? Parce que dans le monde entier, ce n'est pas le couple le plus utilisé. Alors, est-ce qu'on est encore en avance, et ça depuis longtemps, ou est-ce qu'on est aveuglé par notre chauvinisme et qu'on l'utilise à tort? Tu vas essayer d'y répondre. Merci, Christian. Bien, On peut y aller. avant de s'interroger sur la qualité du couple céramique-céramique, je voudrais tout d'abord te remercier, Philippe Chiron, de m'avoir convié à ces conférences toulousaines qui, je sais, ont un grand succès, et au professeur Reyna de vouloir modérer cette séance. Alors, la céramique. La racine grecque, vous savez, c'est terre cuite. En fait, ce sont des matériaux, c'est une vaste gamme de matériaux qui ne sont pas métalliques et qui vont subir une action thermique très forte qui va transformer leur qualité pour devenir cette céramique avec des propriétés de solidité, de résistance et d'usure à la chaleur, aux propriétés isolantes qui en ont fait leur succès. La céramique et le verre, quelle différence? Elles peuvent être obtenues en fait à partir de matières premières tout à fait comparables. La différence est que pour le verre, la mise en forme a lieu après le passage au point de fusion, alors que pour les céramiques, il y a d'abord un façonnage, puis un chauffage à une température inférieure à leur point de fusion, et c'est ce qui caractérise la technique de fritage. Et vous voyez que l'on passe ainsi de la poudre, matière première, à un milieu granulaire aggloméré mais non cohésif, et c'est le fritage qui permet d'obtenir la céramique et sa cohésion. Et à Limoges, eh bien, la fameuse matière première, la poudre qui a servi à faire la céramique, la porcelaine de Limoges, c'était le kaolin. Alors, l'histoire de la céramique en chirurgie orthopédique, fait du couple céramique, est bien sûr français. Il faut rendre hommage à Pierre Boutin, chirurgien à Pau, mais de formation parisienne, qui, au hasard d'une rencontre avec le PDG de Ceravert, c'est une petite société tarbaise qui travaillait essentiellement sur le marché des isolants électriques, donc des céramiques de haute technicité, et qui, lui expliquant que le couple céramique pouvait être inusable, a fait germer cette idée de développer, alors que bien sûr, sur ce concept, alors qu'à l'époque, c'était le concept de John Charley, de la low friction, c'est-à-dire d'un couple métal-polyéthylène, et qui a eu le succès que tout le monde connaît et qui a été un élément décisif dans le progrès de l'arthroplastie totale de hanche. Alors voici ici la première prothèse de Boutin en 1970. C'est une céramique d'alumine pure, mais il y avait bien sûr de nombreux problèmes, et en particulier la fixation de la bille sur le pivot fémoral. Imaginez qu'à l'époque, il y avait eu des techniques de collage ou de brasage, et ceci, bien sûr, a amené à quelques échecs. Et de façon pratiquement concomitante, en Allemagne, c'est l'équipe du professeur Mittelmeier qui développe le cône Morse, qui a été un élément décisif. Et donc, deux modèles pratiquement s'engagent dans la pratique chirurgicale avec un système français cimenté, tige titane et cup céramique, et le système allemand sans ciment avec des tiges impactées et une cup céramique vissée, comme vous avez sur l'écran. Vous voyez, ces éléments un peu prototypes de nos jours. Alors, la bonne céramique, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois des qualités de pureté, de densité élevée et de porosité faible. Voici en coupe microscopique l'oxyde d'alumine avec sa cristallographie hexagonale. Et vous voyez qu'avec l'optimisation des techniques, en particulier dans le fritage à haute pression isostatique, il y a eu une amélioration de la porosité, une diminution de la taille des grains. Et vous voyez que de 1985 à 1995, on a une amélioration de ces paramètres. Et là, en 1995, c'est, on le reverra tout à l'heure, Biolox Forte.
Évolution avec l'apparition de l'oxyde de zircone. L'oxyde de zirconium était plus résistant que l'oxyde d'alumine. L'inconvénient, c'est d'avoir des cristallographies variables, cubiques, tétragonales et monocliniques qui est instable. Et cette instabilité de phase a été boostée un peu avec l'yttrium, mais qui n'a pas donné radicalement, qui n'a pas réglé définitivement le problème. En effet, regardez, lorsqu'une fissure intergranulaire s'amorce, il peut arriver une transformation de phase monoclinique, ce qui peut avoir un effet, je dirais, airbag assez favorable, avec augmentation du volume des grains, absorption de l'énergie de propagation. Mais cette transformation de phase, qui devient donc phase monoclinique instable, va pouvoir entraîner des perturbations et des irrégularités de surface, de sorte que la qualité de la zircone est perdue en termes de tribologie. Voici donc l'historique, et là je reprends la céramique qui domine le marché en orthopédie, c'est-à-dire Ceramtech. La première génération qualifiée de Biolox et la Biolox deuxième génération en zircone n'ont pas eu une longévité importante, avec l'arrêt en particulier par la FDA en 1995. La Biolox Forte, celle de 1995 dont je vous ai parlé tout à l'heure, avait un taux de rupture de l'ordre de 0,022%. Et il faut donc arriver en 2023 au concept de céramique composite, la Biolox Delta, les têtes roses que vous connaissez tous, pour avoir véritablement une optimisation du matériau céramique. Cette céramique composite, pourquoi? Parce que là, nous avons toujours la matrice dominante qui est l'alumine, auquel on ajoute du zircone, cet effet airbag, et auquel on ajoute l'oxyde de strontium. Et voyez un peu le comportement vis-à-vis de l'amorce d'une fissuration entre les granules, cet effet airbag et cet effet, je dirais, palissade du strontium. Ce qui fait que la ténacité, c'est-à-dire la résistance à la propagation de la fissure, est améliorée par rapport à l'alumine, et que le taux de rupture est pratiquement divisé par 10, puisqu'on est à 0,002%. Par contre, il n'y a pas eu de variation au niveau de l'insert cotyloïdien par rapport à la tête. Ceci correspond à d'autres difficultés d'usinage en particulier. Alors, il n'y a pas que cette céramique, et on peut avoir d'autres possibilités avec une inversion du pourcentage de zircone et d'alumine. C'est par exemple ce qu'a fait ce qui correspond au Ceramis Matisse. Alors, pourquoi la céramique peut casser? Tout simplement parce qu'elle a un module d'élasticité très, très élevé. Vous voyez, par rapport à l'os cortical, le module de Young, la distorsion qu'il y a en termes de module de Young. De sorte que la fissure, elle se fait de deux types. Soit c'est une fissure brutale, c'est la véritable fracture lorsque la capacité de résistance est dépassée. Soit elle se fait sous un mode lent, de type corrosion sous contrainte, avec amorce possible de fissure et ensuite propagation. Alors c'est un mécanisme très complexe où intervient la réaction, vous le voyez, lorsque la capacité de la zone critique est dépassée, l'évolution peut se faire en 3 phases, stade 1, 2 et très rapidement le passage en phase 3. C'est une réaction à l'eau avec la rupture des lésions ioniques de la céramique qui amorce la fissure, puis le transfert des molécules d'eau en fond de fissure, et ensuite, comme un coin, je trouve que cette image correspond tout à fait à ce qui se passe dans la réalité. On aboutit à la rupture, qui se fait d'ailleurs une fois qu'elle est amorcée, sans action de l'eau in fine, mais simplement une contrainte supérieure. Alors, l'état des lieux. Eh bien, le couple céramique-céramique a été utilisé de façon très disparate. Beaucoup en Corée, vous le voyez, dans le nord de l'Italie, beaucoup moins au Royaume-Uni. La France était quand même assez en première ligne, alors que l'Allemagne, malgré Mittelmeier et les pays scandinaves, pas du tout, ne sont pas allés dans cette direction. Et l'étude de 2014, vous le voyez, montrait
D'ailleurs, un peu plus de céramique dans la pratique privée, 43% et 32% dans le public. En fait, de nos jours, ce couple céramique-céramique est en concurrence directe avec les nouveaux polyéthylènes hautement réticulés. Et je vous ai mis ici une dernière apparition sur le sujet du Clinical Orthopedics, où l'on voit qu'effectivement, avec l'amélioration du polyéthylène, l'usure devient tout à fait limitée face à une tête céramique. Encore une fois, je parle bien du couple dur-dur, céramique sur céramique. Alors, face à tous ces avantages théoriques de la céramique, parce qu'effectivement, il n'y a pas de réaction tissulaire, parce que la résistance à l'usure est telle qu'il n'y a pas de débris et donc, a priori, d'ostéolyse induite, avec l'espoir d'avoir une majoration de la longévité des implants. J'ai mis 2 points d'interrogation sur une néocapsule plus épaisse favorisant la stabilité et moins d'infection. Nous verrons que ces deux choses ne sont pas validées. Mais face à ces avantages théoriques, quels sont les 2 risques potentiels? C'est la rupture, c'est la fracture, et puis ce sont ces bruits intra-articulaires qui correspondent au squeaking et qui est tout à fait spécifique au couple céramique-céramique. Alors effectivement, la céramique, ça peut casser. Alors, je vous ai mis ici la céramique de la porcelaine de Limoges. C'est dommage, c'est dommage aussi pour les têtes fémorales. J'ai pris les premières références à partir de 2014. Il y a plus de 1000 références si on va dans les serveurs. Vous voyez que ce premier, l'équipe marseillaise de Curval-Rocheverger, 230 prothèses, âge moyen jeune, 55 ans, recul moyen, quelques ruptures, 2% pour la Forte, aucune pour la Biolox Delta, 6 cas de squeaking. Papier important de Massin, existe-t-il véritablement une amélioration du risque de la Biolox Delta? Une méta-analyse de 46 articles qui reprend en fait les données de SerumTech. On voit que, on retrouve ce risque de rupture à 0,002%, pas de variation pour l'insert, et un risque diminué a priori avec l'augmentation du diamètre de tête, mais ceci entraîne d'autres problèmes, en particulier vis-à-vis de l'insert. Il insiste sur de nombreux facteurs techniques concernant le couple céramique-céramique et que le risque zéro n'existe pas. Et surtout, les ruptures sont peut-être sous-évaluées car les déclarations ne sont pas vraisemblablement exhaustives en matière de rupture. Le symposium Softcoat 2014 sur les causes de révision du couple de frottement céramique-céramique, Henri Migaud, Amadouche, vous voyez que sur un recul de 5 ans, un âge moyen à 55 ans, vous voyez des gens assez jeunes, le taux de rupture était de 9,4, tête, insert, quel que soit le type d'insert, et le squeaking, le bruit, était à 2,5. Bref, ils estiment qu'au total, la céramique est en cause dans 32% pour le couple. Alors, il est intéressant de voir que la reprise s'était faite à l'époque par un couple dur-dur, 44, et un couple dur-mou dans la majorité des cas, ce qui n'est pas ce qui est préconisé. Donc, il confirmait bien que si les usures et ostéolyses étaient relativement rares, le couple céramique sur céramique était particulièrement sensible aux problèmes mécaniques et même la delta n'évitait pas ce problème. Alors, voici ici une avalanche de papier. Vous voyez sur les fractures, de céramique, que ce soit les inserts ou les têtes, 2014, 2015, 2017, ce sont souvent des case reports. Ce sont souvent des fractures en dehors de traumatismes vrais. Et vous voyez que le dernier en date, et malgré un diamètre de 40, c'est une véritable fracture de tête Biolox Delta, avec, vous voyez, les problèmes au niveau de col et la difficulté qu'on imagine de la reprise avec ce montage. Donc, effectivement, confirmation que
oui, même avec l'optimisation delta, la céramique peut casser. Ce papier me semble très important, le papier de Davis et de Pakalos-Kobjar, parce que c'est le registre du Royaume-Uni. Et ils ont évalué le risque de reprise, de révision en fonction des différents couples de frottement. Eh bien, vous voyez que, hélas, le couple céramique sur céramique, ceramic on ceramic, c'est celui qui a le plus de révisions et le plus de fractures d'un plan, quelle que soit la topographie. Et qu'à l'inverse, le couple céramique sur polyéthylène hautement réticulé ou cette colonne qui correspond aux têtes en zirconium offre le moins de reprises post-opératoires. Si l'on regarde les courbes, vous voyez ici les incidences de révision, toutes causes comprises. On voit que la céramique en jaune se situe en haut. Elle se comporte un peu mieux en termes d'usure, comme je le disais, mais lorsque l'on met l'incidence de révision liée à la rupture d'un plan, le couple céramique se détache de façon très nette. Alors, on ne peut pas ne pas citer cet article de Pascal-André Venditoli parce que, effectivement, dans leur expérience, le couple céramique est supérieur au couple métal, mais c'est un métal sur un polyéthylène conventionnel. Tout au moins, ils n'ont eu aucune rupture de céramique et donc on est dans ce cas-là sur l'effet positif du couple de frottement, de l'absence d'usure par rapport à un couple ancien métal polyéthylène conventionnel. Ce cas clinique me semble assez exemplaire de la problématique. Il s'agit d'un cas rapporté par Henri Migaud et Girard. Homme de 43 ans, non obèse, coxarthrose classique, prothèse, CUP 56, tête de Biolox Forte 36, aucun antécédent traumatique, squeaking à 9 mois post-opératoire. Insupportable socialement et à 3 ans de recul, décision d'une nécessité de reprise. On regarde le bilan radiographique, il n'y a aucune anomalie. Le bilan scanographique ne montre aucune anomalie d'antéversion ou de version tant sur le versant CUP que tige fémorale. Et bien entendu, la découverte, c'est que le squeaking, qui était la cause de la reprise, correspondait en fait, sur le plan étiologique, à une véritable fracture de l'insert sur le versant cotyloïdien. Ceci montre bien, fait la liaison entre la fracture et puis l'autre problématique du squeaking qui est, vous le voyez ici, l'origine de l'indication de reprise. Alors le squeaking, c'est ça. C'est un grincement articulaire très particulier. J'espère que vous l'entendez et merci à Philippe Chiron qui l'a en statique. Avec une radio, là aussi, qui a priori ne pose pas de problème particulier, mais qui nécessite une reprise de par le caractère totalement insupportable du système. Alors, la céramique, effectivement, ça grince. La revue sur cette problématique a été faite par Ascari dans la tribologie internationale. C'est un domaine très difficile, où les causes sont nombreuses, humaines, techniques, prothétiques, tribologiques, et voici les différentes portes d'entrée qui souvent d'ailleurs sont associées. Alors, il faut bien comprendre qu'il y a deux types de régimes fonctionnels au niveau d'un couple de frottement. Il y a le stick slip, avec une succession de roulements et de glissements, car il y a un jeu radial, ce que l'on appelle une clairance, pour que la mécanique de roulement et de glissement se fasse. Il est impossible d'avoir un appareillement complet des deux systèmes. Mais là, nous avons, dans
cette énarthrose, dans ce ball and socket, le roulement et le glissement, ce qui est classique. Et puis ensuite, nous avons le Sprague slip, qui correspond en fait à un pic de contact très fort, où après la libération d'énergie stockée, on retrouve simplement le glissement. Et c'est à ce niveau où il peut y avoir une rupture de lubrification. Or, le couple dur-dur, céramique-céramique, comme c'est d'ailleurs le couple métal-métal, lorsque les conditions de lubrification sont altérées, vous voyez que les frictions deviennent de façon très, très importante, à la différence du polyéthylène, dont le module d'élasticité permet d'éponger ces contraintes. Et cette excentration de la tête dans le couple céramique-céramique peut entraîner ces déboires et donc amorcer des fissures et entraîner ces phénomènes de squeaking. Alors, voici tous les facteurs qui ont pu être mis en évidence. Bien sûr, s'il y a des débris d'usure, quelle qu'en soit l'origine, possibilité de grincement. Mais nous avons les conflits de cup et bien sûr la qualité de l'orientation de la cup. Nous avons aussi des conflits avec le col. Nous avons aussi cette possibilité d'edge loading, c'est-à-dire d'excentration, de contrainte en excentration, car il existe dans le régime de la marche des micro-décoaptations. Ceci avait été bien montré par Nevlos en 2000. Et nous avons, entre la swing phase, la heel strike et la stance phase, une mobilité liée au jeu radial de la tête et une mise en charge brutale peut entraîner ce edge loading. Voici de façon à illustrer bien sûr les irrégularités des débris d'usure. Voilà ce qui se passe au niveau de la tête. Alors nous avons ici bien sûr un débord de l'insert dans lequel est mis l'insert céramique et bien sûr nous pouvons avoir ici, c'est un problème de concept, un conflit avec le col. Nous avons ici un problème d'edge loading qui peut entraîner, comme nous l'avons vu, que ce soit en inférieur ou en supérieur, des amorces de fissures. Tout ceci est donc lié au comportement de la tête en fonction du positionnement des implants. Entre une prothèse normale, si elle est confrontée à ces problèmes d'excentration, de micro-séparation, d'edge loading, d'impingement, de troisième corps et bien sûr de fissures, ceci peut entraîner des ondes qui peuvent être amplifiées et entrer en résonance. Et ceci a été parfaitement démontré en éléments finis, en particulier par un professeur Piriou. Et vous voyez ici le comportement au niveau de certaines tiges, pas toutes, mais de certaines tiges. C'est-à-dire que le problème du frottement peut aller jusqu'au pivot fémoral et rendre le squeaking audible et l'amplifier de façon absolument tout à fait significative. Et puis enfin, le dernier élément, c'est les facteurs patients. Avec un niveau d'activité, il faut bien sûr imaginer quelqu'un de jeune qui va hyper utiliser sa prothèse, un IEPC fort, un âge jeune, qui vont être des facteurs de risque. Alors, quel bilan concernant le squeaking? Là aussi, j'ai repris des analyses des années 2010, suivi de 320 prothèses, recul 4 ans, squeaking 10%, mais le plus souvent non douloureux. L'étude de Restrepo, symposium sur les complications des arthroplasties, 1486 arthroplasties, squeaking 6%. Alors, il est constant dans plus d'un quart des cas, c'est-à-dire il est permanent. Cette permanence à fréquence, c'est la classification de Swanson, donc moins d'une fois par semaine, une fois par semaine, plus de 2 fois par semaine, et puis le stade 4, c'est lorsque le bruit est permanent. Vous voyez que toujours, souvent non douloureux, et reprise chirurgicale dans plus de 9% des cas. J'aime bien cette étude faite par la même équipe, Owen-Russell, une méta-analyse, pareil, 43 études, plus de 16 000 patients, niveau de squeaking 4.2. Lorsqu'ils ont fait la même étude dans leur équipe,
ils avaient un squeaking à 24,6, sauf qu'ils se sont bien sûr focalisés. Et vous voyez qu'il y a bien une différence entre les squeakings qui sont auto-rapportés par les patients ou les squeakings qui sont recherchés de façon très stricte par l'interrogatoire. Et là aussi, lorsque le squeaking existe et que le patient sont plein, le Swanson il est à 4 et c'est un bruit qui est pratiquement constant. Et dans leur étude, ils s'étaient aperçus que pratiquement uniquement 7% des patients avaient été prévenus du risque, ce qui parfois entraînait bien sûr des relations difficiles avec les patients. Alors, parmi les autres causes du squeaking, nous avons évoqué le design des prothétiques, type de prothèse, que ce soit au niveau du couple tête-insert ou au niveau de la tige. Et vous voyez que sur cette méta-analyse 12 études, le squeaking était de l'ordre de 2,4 et qu'il n'y avait pas de corrélation évidente entre l'âge, le sexe, l'IMC, comme ça avait été fait, même le positionnement, mais que tout était fonction du design prothétique. Et effectivement, dans la littérature, il y a les implants Trident Striker et Accolade Striker qui ont été une source d'ennui important. Et vous voyez que le passage, par exemple, pour la même maison Striker, d'une tige Omnifit à une tige Accolade avec un design différent, vous aviez un risque de squeaking multiplié par 7. Donc effectivement, parmi tous les facteurs de squeaking, il y a parfois des designs tout à fait défavorables, mais tout ceci est maintenant, bien sûr, n'est plus sur le marché. Concernant la qualité du positionnement des implants, l'étude de Sariali et Mahmoudi, et vous voyez que entre les antéversions, qu'elles soient fémorales, acétabulaires ou globales, le risque de squeaking est plus important lorsqu'il n'y a pas de positionnement correct, ce qui a été également relevé par Pierre Pont et en particulier pour le postérieur edge loading, cette excentration lors d'un mauvais centrage de la cup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres alternatives au couple céramique-céramique tel qu'on l'a décrit? Oui, il y a l'oxynium. Alors pourquoi l'oxynium? Parce qu'il s'agit d'un alliage de zirconium et de niobium. En fait, c'est une oxydation sur 5 microns d'épaisseur et c'est bien donc une céramisation de surface et non pas un revêtement. Il n'y a donc pas de discontinuité mécanique. Alors ce couple a bien sûr une certaine fiabilité et que l'HAS en 2002 avait confirmé le service rendu. Et vous voyez que concernant les révisions, toutes causes confondues, et c'est ce que disait tout à l'heure, je voulais citer l'étude de Davis, l'oxynium se positionne de façon satisfaisante, mais bien entendu, s'il y a le moindre problème, et là c'est une tête oxynium sur un cotyle sans doute hautement réticulé, vous voyez qu'il y a eu des luxations itératives et bien sûr un troisième corps intégré dans le système qui a bien sûr ruiné totalement la surface en oxynium. Donc là encore, la qualité du positionnement est absolument fondamentale. Alors, concernant le risque infectieux, j'avais lu ça. Il y avait effectivement une étude en 2018 qui laissait évoquer qu'il y avait peut-être un peu moins d'infections pour les prothèses réalisées au-dessous de l'âge de 70 ans et qui n'étaient pas confirmées après. Et en fait, l'étude de Davis a annulé ce paramètre. Il n'y a aucune différence significative en termes d'infection, en particulier favorable vis-à-vis du couple céramique-céramique. Alors, le dénominateur commun à toutes ces complications, c'est de savoir ou pas il doit y avoir une reprise chirurgicale. En cas de rupture, la reprise est assez évidente. Pour le squeaking, il faut bien sûr qu'il y ait un diagnostic étiologique précis. Nos amis anglo-saxons ont beaucoup, concernant les bruits intra-articulaires, ont beaucoup de choix, mais vous avez vu combien ce couinement, parce que c'est véritablement le terme qui correspond au squeaking, ne peut pas être confondu avec un simple ressaut de hanche extra ou intra-articulaire. Alors ceci est très important parce que, on l'a vu, si le squeaking n'est pas obligatoirement douloureux, on voit que dans
l'évaluation du résultat, il est bien sûr impossible d'avoir une hanche oubliée, une forgotten hip, lorsqu'il y a, vous le voyez dans cette étude, un bruit intra-articulaire, même si le patient le tolère relativement. Alors, la conduite à tenir face à une rupture d'un sein ou de tête céramique, il y a des règles qui ont été établies en 2002, avec même un complément en 2019. Il faut faire l'ablation complète des fragments céramiques, une synovectomie la plus extensive possible pour enlever au maximum les microparticules, le changement de cône ou de tige pour une nouvelle tige céramique, un changement de cup cotyloïdienne monobloc ou un CRPE s'il est modulaire, éviter la double mobilité, ou alors il faut que ce soit un couple céramique sur PE n'est qu'une procédure dégradée. La déclaration obligatoire de matériaux-vigilance, la conservation des pièces explantées, et toute décision péropératoire doit être bien sûr évaluée en fonction de l'état du patient. Il y a parfois des contraintes incontournables. Et les compléments de 2019, c'était la planification de ces reprises et l'utilisation ensuite, autant que faire se peut, d'un couple céramique-céramique du même fabricant, parce que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la clairance articulaire, ce jeu radial peut être variable selon les fabricants et ça peut être un élément déterminant de la qualité tribologique du frottement céramique-céramique. Alors, pourquoi ces règles sont établies? Vous voyez a posteriori ces séries de reprises. Si on reprend le couple en céramique-céramique, 78% de survie. Si on prend une série métal-polyéthylène, possibilité d'altération très rapide sur le versant métallique. Si on fait une exérèse, je dirais, carcinologique de la capsule ou une exérèse simple, là aussi, vous voyez l'importance du pourcentage de survie selon la qualité de l'exérèse. Tout ceci entraîne donc des difficultés qu'il faut bien connaître dans la technique de reprise qui peut être très exigeante. Alors, quelle stratégie en termes de, si on est face à un squeaking? Bien sûr, il faut évaluer l'histoire clinique, le type d'implant, bien caractériser les bruits et on ne peut pas se passer d'imagerie, radio, je ne développe pas scintigraphie, CT scan. Alors, bien sûr, on peut avoir, je dirais, un côté favorable. Le bruit a été identifié, le bilan radioclinique a été fait, les examens biologiques sont corrects. Si le bruit est toléré et s'il y a indolence, on peut surveiller, continuer à surveiller cette prothèse de façon radioclinique. Et bien expliquer surtout aux patients le risque évolutif. Parfois, bien sûr, le bilan n'est pas bon, car c'est une complication mécanique authentique, rupture d'implant, malposition, instabilité, décèlement. Il faut aller à la reprise chirurgicale avec les règles que je vous ai données tout à l'heure et changer bien sûr l'implant. Et puis, il existe peut-être une phase intermédiaire où les bruits ne sont plus supportés sur le plan social, c'est une gêne, parfois il peut y avoir des douleurs, ou parfois, s'il y a eu une ponction, un prélèvement, des particules céramiques ou métal peuvent être découvertes dans le prélèvement, et peut-être y a-t-il une place, ça avait été proposé, à un bilan arthroscopique avec un lavage, un bilan lésionnel du couple de frottement, avant d'aller à la reprise chirurgicale complète, selon les cas, mais tout est affaire de cas particuliers. Alors, pour conclure, effectivement, c'est rare. Effectivement, la céramique a pu être améliorée, mais oui, toujours elle peut casser et oui, toujours elle peut grincer. Et ce qui est très important à mes yeux, c'est ce que disait Ranawat dans un éditorial, il faut absolument expliquer ça aux patients pour qu'ils ne soient pas, si cette fracture ou ce squeaking survient, en général ça survient assez rapidement dans les 5 ans, ne soient pas surpris
et découvre cet inconvénient ou cette complication alors que l'information n'avait pas été donnée. Et puis alors véritablement de Limoges, véritablement avoir une fracture, une case de céramique, ça nous ennuie beaucoup. Merci, voilà ce que je voulais vous dire sur le couple céramique-céramique. Eh bien, merci beaucoup pour cette belle conférence. Tu as été très complet. Tu nous as bien expliqué le risque de fracture, de squeaking, la reprise plus difficile. Et je vais donner la parole à Nicolas Reyna qui va nous diriger le débat. Je vous rappelle que pour parler, vous ouvrez votre micro et vous pouvez parler. On sait que vous voulez poser une question. Bonsoir, merci pour cette conférence, c'était très intéressant. Effectivement, souvent, il faut revenir au début et à l'explication et notamment à l'historique de la création parce que souvent on dit que la céramique c'est évident, mais ça n'a longtemps pas été du tout en fait, et surtout quand il y avait l'écrasante domination du métal, polyéthylène ou du métal contre du métal, et c'est vrai que ça paraît évident aujourd'hui, ça l'est pas forcément. Alors nous, dans le service, sous l'impulsion de Philippe Chiron, depuis très longtemps, effectivement, on s'est mis un peu en recul sur les pièces en céramique au niveau acétabulaire, mais tout en étant persuadé que c'était un excellent couple de frottement. Moi, la question que j'aurais, avant de laisser la parole un petit peu à tout le monde, c'est du coup, quel intérêt, on va dire, dans vos mains, vous, Christian, vous voyez à garder en fait des implants qui seraient un couple qui serait vraiment céramique-céramique? Ça, c'est des discussions que j'ai avec beaucoup de chirurgiens de la hanche. Moi, très honnêtement, je n'en vois plus aucune d'être dans du céramique-céramique. Je sais que c'est largement débattu et je pense qu'on a tellement progressé aussi parce que toute votre exposé était sur le céramique, mais en parallèle de ça, il y a aussi tous les polyéthylènes qui ont beaucoup progressé. Et donc, aujourd'hui, pour moi, il n'y a aucun intérêt à faire autre chose que de la céramique polyéthylène. Vous en êtes où, vous, dans votre réflexion et dans votre a priori là-dessus? Je ne peux que confirmer ce que tu viens de dire dans la mesure où la politique du service n'a jamais été d'utiliser le couple céramique-céramique. Alors, c'est toujours pareil. J'ai eu la chance de travailler avec un ingénieur de l'école de céramique industrielle, spécialiste de la tribologie. Il me dit, quand on parle tribologie des céramiques, on est 5 en France à pouvoir se comprendre, donc c'est pour dire que c'est un monde un peu difficile. Mais pour lui, autant il comprenait que l'on puisse s'intéresser à ce produit en termes de résistance à l'usure et tout ça, mais lorsque, pour la fissure, enfin lorsqu'on lui expliquait en chirurgie tout ce qui pouvait advenir, il nous déconseillait bien entendu d'utiliser ce type de produit. Et à l'époque, la delta, l'évolution n'était pas, on était du côté au mieux de la Forte, de la Biolox Forte, et pour lui c'était quelque chose, enfin il m'a dit, si un jour tu dois me mettre une prothèse, tu ne me mets pas un couple céramique-céramique. Donc jamais dans le service, alors hélas bien sûr on a eu une mauvaise, parce que lorsqu'on voyait des céramiques, c'était pour les reprendre, c'est parce qu'il y avait des problèmes. Donc la politique du service, même à Limoges, n'a jamais été de faire de la céramique. Et on est sur, bien sûr, le versant polyéthylène. Alors, on peut utiliser la céramique dans les têtes. Je parle encore une fois, tête, oui, versus hautement réticulé. Je parle bien du double couple, hein, céramique sur céramique, d'accord ? Ok, parfait, merci. Il y a des questions dans l'auditoire. On a pas mal de gens qui ne sont pas de Toulouse, je vois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je crois qu'on a un confrère de Bamako qui est connecté. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Très belle présentation, excellente présentation. Je me suis vraiment régalé. Quelques questions par rapport à la longévité. Je pense que ça a été dit par le professeur Reyna. Donc, du coup, actuellement, céramique, c'est plus conseillé. C'est ça que je dois comprendre parce que ça, c'était une question que j'allais poser. Oui. OK. Ouais, les produits, encore une fois, les produits sont sur le marché. Il n'y a pas eu la Biolox Forte, le zircone, tout ça, c'est interdit. Ça ne se fait plus. Donc, vous pouvez toujours utiliser, vous avez toujours la possibilité d'utiliser, sans que ce soit une faute professionnelle, un couple céramique. Et d'expérience et avec ce que, c'est un choix encore une fois qui est personnel,
l'équipe de Toulouse a répondu, je viens de répondre. Je pense que, vu les risques qui existent toujours malgré l'évolution technique des céramiques, qui peut concerner des gens jeunes à qui on vend le couple en disant « vous allez voir », parce que c'est comme ça qu'il faut se mettre dans la pratique. On propose ce couple sous prétexte qu'il est inusable avec une longévité importante, et si dans les 5 ans vous êtes confronté à un squeaking ou à une fracture, une vraie fracture, et alors je ne vous dis pas si le patient n'a pas été informé, ça peut être une véritable catastrophe, parce que là, vous avez compris que la reprise, s'il y a des fragments, des fragments de céramique qui restent, peuvent ensuite continuer à avoir un effet tout à fait défavorable sur le couple de frottement, et ça peut être de véritables catastrophes qui vont toucher quelqu'un de jeune pour lequel la céramique avait été utilisée en lui disant « vous allez voir, c'est inusable et ça va durer longtemps ». C'est ce paradoxe qui me paraît être difficile à supporter si un patient est confronté à une telle complication. Je ne sais pas si les Toulousains sont d'accord avec ça, mais… Oui. Moi, je ne suis pas un Bamako, mais j'aimerais bien poser des questions. Ce que je voudrais faire remarquer, c'est que cette présentation, tu l'as faite récemment, là, au bord de l'Atlantique, où on était tous ensemble. Et quand, à la fin de la présentation, on a demandé à la salle qui étaient des chirurgiens installés, qui pose de la céramique, c'était les 2 tiers de la salle. Exact. Et que tu n'as pas persuadé de faire autre chose. Mais je ne sais pas si certains n'ont pas découvert le risque que constituait, et surtout, sans doute qu'ils devaient le savoir, mais le caractère un peu dramatique chez quelqu'un de jeune que ça peut recouvrir. Alors, moi, je vois d'autres complications. Alors, je ne voudrais pas qu'on pense qu'on fasse du bashing, mais d'abord, le squeaking. Il y a à Ypres, on avait fait un sujet sur le squeaking, et il y avait un Canadien qui avait dit le squeaking qui pousse à remplacer la prothèse, c'est 1 à 2%, ce que tu as dit. Le squeaking audible qui ne gêne pas trop le malade, c'est 7 à 20%, ça dépend des publications, mais eux, ils ont pris un amplificateur, un stéthoscope amplificateur, et ils ont écouté les hanches en mobilisation. 70% des prothèses faisaient un petit bruit non audible par le malade, mais qui existait. Donc, c'est quelque chose de plus banal qu'on ne le pense. Moi, je vois d'autres complications que je me permets de rajouter. Quand on a un metal back avec un implant, un insert en céramique, et qu'on a déjà mis le metal back dans le patient, ce n'est pas facile de mettre l'insert en céramique, et on peut le mettre un petit peu de travers, c'est-à-dire pas parfaitement mis. Risque de fracture, risque d'avoir bien antéversé le metal back et rétroversé la cupule, risque de luxation. Donc ça, c'est pas facile, c'est un des problèmes. Et de même, quand on a mis des vis au metal back et qu'on a mis un insert en céramique, c'est extrêmement dur à 10 ans ou 15 ans d'enlever l'insert en céramique et on reste avec cette vis qui est derrière. Ça complique vraiment la reprise. Ensuite, je vois comme autre complication des métalloses. Alors, on pourrait penser que métal-métal égale métallose, mais que céramique, non. Mais quand on a mal orienté la cupule, ce qui peut arriver, eh bien, on a un conflit entre le col de la prothèse en métal et le rebord en céramique qui est très dur, et ça fait une métallose avec une sorte de rail. Et c'est une des complications encore plus. Cette métallose, elle est fréquente parce que c'est vrai que, et très souvent, quand on enlève des inserts en polyéthylène, mais qui ont duré longtemps, on voit qu'il y a eu un petit impact du col sur la prothèse, mais que sans doute ça s'est usé et ça a gagné les quelques degrés nécessaires, ce que ne permet pas la céramique. Il faut parfaitement bien la mettre. Et enfin, je termine, je te répéterai les complications que j'ai vues en plus. J'ai eu l'honneur de diriger un symposium en 2018 à la Softcoach sur les nécroses. Et donc, on a analysé le devenir des prothèses, c'était identique pour les arthroses et les nécroses. Et simplement, le risque de luxation était un peu plus élevé. Mais dans le couple céramique-céramique, c'était très élevé, sans qu'il y ait un effet centre. Pour te dire, le taux de luxation pour tous les autres couples était de l'ordre de 1,5% et pour la céramique de 8%. Et on n'a pas pu expliquer pourquoi. On n'avait aucune bonne raison. Il n'y avait pas d'effet centre. C'était dans tous les centres qui mettaient céramique. Je ne sais pas pourquoi ces céramique donnaient plus de luxation. Peut-être parce que ça ne permettait pas, le moindre conflit devait conduire à une luxation, alors qu'avec le polyéthylène, ça amortit un petit peu. Ah oui, voilà, moi je vois donc 3 complications de plus, métallose, malposition de l'insert et luxation.
Oui, mais tu vois, je ne voulais pas assassiner totalement la céramique, mais, Je l'ai fait. mais Je le tu l'as pense fait. sincèrement. Mais tes réflexions sont intéressantes parce que c'est même l'inverse qui avait été proposé, c'est-à-dire que c'était plus stable. En fait, c'est faux. Alors, je ne sais pas pourquoi l'histoire de l'épaisseur capsulaire, enfin peu importe, tout ça, ce sont de faux arguments. Mais tout ce que tu as dit sur le versant cotyloïdien explique pourquoi, parce que c'était un peu paradoxal ce que je vous ai dit, pourquoi a-t-on amélioré la résistance des têtes et qu'au niveau de l'insert, ça n'a pas bougé. C'est pas la même épaisseur. Voilà, il y a d'abord l'épaisseur limite, et puis ensuite, c'est tout ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait un positionnement qui soit beaucoup plus aléatoire, et cette excentration fait qu'au niveau de l'insert, malgré le biolox delta, on peut avoir des fissures et des propagations de fissures. Et donc ça correspond tout à fait à la biomécanique. Et tu as tout à fait raison sur ce genre de choses. Et ensuite, c'est la reprise, la difficulté technique des reprises, quoi. Dans les questions par écrit, il y a et alors quoi utiliser? Alors nous, Nicolas va le confirmer parce que je suis parti depuis 6 mois, tout peut avoir changé, mais on utilisait une tête en céramique de préférence avec un polyéthylène réticulé le plus épais possible en face. Pareil pour Limoges. Et pourquoi une tête en céramique et pas métallique? Parce que quand même, ce n'est pas logique de mettre du chrome cobalt face à un cône en titane. Le mélange des métaux fait de la corrosion. Et il faut admettre que la céramique a des qualités de neutralité très intéressantes au plan biocompatibilité. Donc, une tête en céramique bien biocompatible qu'on peut mettre sur les cônes que l'on veut face à un polyéthylène réticulé me paraît le bon couple. Alors, nous avons eu aussi à Limoges une expérience qui était personnelle, qui était favorable avec l'oxynium, où il n'y a pas eu de problème particulier, et puis avec au long recul des radios assez impressionnantes, comme si rien ne se passait, mais avec un polyéthylène hautement réticulé parmi les premiers qui ont lieu. Voilà, mais encore une fois, s'il y a un moindre problème, je l'ai montré aussi, on peut détruire aussi une tête en oxynium s'il y a des luxations, etc. etc. Enfin, le couple, la qualité du couple du matériau ne met pas à l'abri de tout ce qui peut arriver autour d'une arthroplastie totale de hanche, bien entendu. Un des éléments auxquels il faut réfléchir, c'est qu'au genou, les industriels ont essayé de faire des prothèses céramiques. Et ça a globalement échoué, même pas, c'est exceptionnellement passé à l'étude humaine, mais à l'étude mécanique avec des machines. Et, ça glissait bien, mais ça cassait parce que là, il y avait des points de contact. On ne voit pas beaucoup de prothèses en céramique au niveau du genou. Non, c'est les Japonais qui ont fait quelques séries, mais c'est très… Oui, parce que ça casse. C'est le problème de la céramique. C'est-à-dire que ça a de fantastiques propriétés, mais face à la propagation d'une fissure, c'est la loi du tout ou rien. Enfin, même si qu'elle soit brutale ou qu'elle soit progressive, hein, vous avez vu cette progression de fissure, c'est très, très, très aléatoire et difficilement contrôlable. Il y a des pistes sur du resurfaçage. Alors, il y a du céramique, comme promu à Londres, là, qui est pas mal, qui semble avoir de très bons résultats. Peut-être qu'une intermédiaire serait quelque chose qui serait intéressant avec une tête en céramique grand diamètre dans des polyéthylènes hautement réticulés qui seraient des cupules de resurfaçage à minima, si vous voulez. En tout cas, c'est des pistes qui sont travaillées en ce moment. On n'a aucun recul, hein, mais c'est quelque chose qu'il faudra peut-être surveiller, vu l'amélioration du prix. J'y crois pas du tout parce que les premières prothèses de resurfaçage de Freeman, elles étaient avec un polyéthylène côté bassin et une grosse tête. Et plus le polyéthylène est fin, plus il flue. Et les résultats étaient très mauvais. C'est-à-dire que le fait qu'il soit réticulé diminue l'usure, mais ne diminue pas le fluage. C'est-à-dire que, au contraire, même ça le rend plus cassant. Donc, il ne faut pas trop affiner un polyéthylène. Et plus tu mets une grosse tête, et le resurfaçage, c'est une grosse tête, moins tu vas avoir de polyéthylène et plus ce risque de fluage est fort. Il faudra être extrêmement prudent avec ça. Hein.
Bien sûr, mais les résultats qu'il y a sur des polyéthylènes très très modernes comme le X3 chez Stryker par exemple montrent quand même qu'on peut réduire ce diamètre et c'est même étonnant d'ailleurs, effectivement, ils ont réussi à le diminuer. C'est pas d'ailleurs Stryker qui met ça en place, il y a un projet chez Medacta, j'ai vu notamment, mais bon, à surveiller en tout cas. C'est du resurfaçage. Ouais, du resurfaçage, mais un peu mixte en fait, au final mixte. Prudence. Bien sûr. D'autres questions dans l'Assemblée? Vous ouvrez votre micro, c'est tout. J'aimerais continuer mes questions, si vous me permettez. Allez. Voilà. Le céramique, au tout début, moi, je suis rentré à Bamako il y a 5 ans et on a ce problème de patients qui est différent de ce qu'on nous a appris en France, c'est que nos patients ont une moyenne d'âge de 40 ans, beaucoup plus que l'étude que vous avez présentée. Et c'est beaucoup plus d'être drépanocytaires et nous serons confrontés à ces problèmes de longévité très, très rapidement. Et du coup, au tout début, au niveau de l'hôpital, il y avait des discussions pour aller sur du céramique. Mais après, on a eu quelques gags. Donc, du coup, actuellement, la question que j'allais poser exactement, est-ce qu'une tête céramique versus polyéthylène hautement réticulé a une longévité supérieure à une tête chrome cobalt versus PE hautement réticulé en termes de longévité? Oui, ça a été démontré. Le couple céramique et puis hautement réticulé, c'est bon. C'est supérieur, nettement supérieur à… Oui, en longévité, oui. En longévité. Mm. Donc, vous nous conseillerez beaucoup plus de passer vers ça. OK. Oui. OK. Alors, juste une petite… Encore une fois, il faut se méfier de la littérature qui étudiait des vieilles céramiques avec des vieux polyéthylènes, avec des… les métaux ont beaucoup… les matériaux ont beaucoup évolué. Les polyéthylènes modernes aujourd'hui ont une déformabilité, une usure qui est extrêmement faible. Donc, en fait, avoir un couple moderne, y compris chez les patients jeunes, c'est ce qu'on fait chez nous. C'est effectivement du polyéthylène sur de la céramique. Les résultats très long terme manquent encore, mais je suis assez persuadé qu'on aura des résultats très comparables au céramique hors fracture, même hors fracture. Avec une petite nuance que j'aimerais apporter, c'est qu'au début, je croyais ce que tu avais dit, Christian, c'est-à-dire qu'une céramique, on lui donne sa forme et puis on la transforme en céramique. Et donc, je croyais qu'une tête, c'était un moule parfait dans lequel on mettait tout ce qu'il faut, qu'on le comprimait, qu'on le chauffait, ça devenait une tête en céramique. En réalité, ça donne une tête brute qui est ensuite alésée, comme l'est une tête en métal. Or, l'alésage d'une tête en céramique est plus difficile pour la machine qu'une tête en métal, parce que la céramique est très dure. Donc, il peut y avoir des défauts dans une tête, même dans une tête en céramique, liés aux difficultés d'alésage. Des défauts dans la tête, dans la taille, vous voyez, quand on vous dit que la tête a telle taille, elles l'ont à plus ou moins une marge acceptée par l'usine. Et la céramique n'est pas facile à polir et à usiner. Voilà. Et alors, moi, je croyais que c'était fait une fois pour toutes. Oui, bonjour. Je suis désolé d'arriver comme un cheveu sur la soupe dans une école qui rejette la céramique, parce que moi, j'en ai pesé beaucoup et Catenay aussi, avec des patients très jeunes, d'ailleurs de drépanocytose. Et je rebondis sur toi, Philippe. Et c'est vrai que c'est très difficile de positionner l'insert en céramique dans une cupule en métal. Et nous n'avons pas eu de problème de positionnement parce que nous avons utilisé la CeraVer. Et la CeraVer, dans l'insert, il y avait un tout petit plot qu'il fallait mettre absolument dans le trou en fonction dans le cupule métallique. Et donc, tant qu'on n'avait pas mis ce petit plot, on voyait très bien que la serre était mal positionnée. Et à partir du moment où on le mettait dedans, on était certain d'avoir un positionnement super. Et concernant la tête, et là, il y a beaucoup de gens qui ont insisté là-dessus, c'est qu'il faut vraiment mettre la tête dans le trognon et le mettre vraiment, comment dirais-je, vraiment
Parce que si on tape un peu de travers, eh ben, on se retrouve avec des fractures de tête comme Christian, tu as montré facilement. Donc, c'est vrai que la céramique, nous, on n'a pas eu de problème céramique donc, pendant toutes ces années. Et pourtant, on a utilisé beaucoup chez des gens jeunes, donc chez des drépanocytaires. Mais c'est vrai que le positionnement de la céramique sur le métal pose des problèmes et si ce n'est pas parfaitement mis en place, ça pose des problèmes après. Et là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Peut-être s'orienter vers des prothèses serties à l'usine. Oui, alors, les prothèses qui sont sorties à l'usine, ça, peut-être que c'est une très bonne avancée. Et je pense que là, c'est vrai que c'est extrêmement difficile de mettre l'insert dans une cupule métallique. C'est très, très difficile. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et puis, le moindre corps étranger que tu n'as pas vu. Exactement. Voilà. Même s'il est un peu mou, tu crois que c'est bien et ça ne l'est pas. C'est ça le problème. Tout à fait, tout à fait. Non, mais bon, c'est vrai que c'est difficile. Ce que je disais tout à l'heure, c'était pour ça que le taux au niveau des inserts n'avait pas été amélioré avec le progrès de la céramique, parce que ça, c'était un problème technique, c'était un problème de… Tout à fait, je reconnais tout à fait, c'est difficile. Voilà. Mais vous utilisez toujours aujourd'hui chez les jeunes le couple céramique-céramique ou vous êtes passé à la céramique hautement réticulée? Bon, tu sais, Christian, je suis à la retraite déjà depuis 2 ans et demi et donc je ne sais plus du tout ce qui se passe dans le service. Et dans le service, c'est un peu dramatique ce qui s'est passé. Tout le monde est parti parce qu'il n'y avait plus moyen d'opérer pour des raisons diverses et variées, et en particulier des problèmes d'anesthésie qui ont quasiment interdit aux chirurgiens d'opérer. Donc, tous les gens que j'ai formés sont tous partis et puis il n'y a plus de chef de service. Et puis, c'est un peu le drame actuellement en Martinique. D'accord, oui. Ah, oui. Celui qui veut venir à la Martinique, il est bienvenu. Voilà. Bon. Non, mais c'est important de confronter aussi, à côté des données, je dirais, livresques, l'expérience de chacun. Mais c'est effectivement un peu paradoxal d'avoir mis ce couple. Voilà, c'est inusable, ça va transformer l'arthroplastie de hanche, et en fait, pas tout à fait, quoi. Il faut avoir du recul pour pouvoir le discuter. Ce qui diminue réellement le risque de luxation, c'est l'utilisation d'une tête de plus gros diamètre. Et au-delà de 36, ça a moins d'intérêt. Mais le problème, c'est quand on utilise une céramique avec une tête de 36, ça fait une céramique fine, plus le metal back, puisqu'on ne peut pas ne pas mettre le metal back de céramique, quoique les prothèses de Boutin n'étaient pas avec metal back. Ah non, non, non. Ça peut se discuter, mais enfin, maintenant, il y a des metal back plutôt épais, puisqu'il ne faut pas qu'à l'impaction, ça déforme la céramique, ce qui fait une céramique malheureusement fine. Si on pouvait faire une céramique plus épaisse, ça serait bien, c'est à réfléchir. Oui, mais se pose ensuite le problème, parce que si on augmente l'épaisseur de la céramique au niveau de l'insert cotyloïdien, si on augmente la tête, etc., on va avoir des effets offset qui vont poser d'autres problèmes. Oui. Et en particulier les edge loading là, au niveau de la céramique, et ça, je crois que ça a été démontré. C'est pour ça que, effectivement, et tu le disais, au-delà de 36, alors c'est pour ça que je ne sais pas ce que tu disais concernant le resurfaçage en céramique, mais il y a peu d'intérêt à faire des macro-têtes. Ce n'est pas très intéressant d'aller au-dessus de 36 parce qu'après, on va tomber dans d'autres problématiques d'offset si on prend des têtes, des méga-têtes. Et, enfin, c'est pas le fait d'augmenter la taille de la tête ne règle pas tous les problèmes. D'autres questions? Nicolas, tu veux rajouter quelque chose? Non, rien, très bien. Personne n'a d'autres questions? Je vois que Tahiti est branché aussi. Charles, qu'est-ce que tu utilises à Tahiti? Tu es là ou tu t'es mis simplement branché, tu t'es rendormi? Non, je suis au bloc. Ah oui, il est 6 h du matin, non? Quelle heure il est? 7 h, à 8 h bientôt. 8 h bientôt. Écoute, moi, c'est polyéthylène céramique et polyéthylène métal. J'ai vu des têtes céramiques exploser et c'est vraiment une grande aussi parce que les cols se font user sur le rebord metal back. Enfin, j'ai jamais été vraiment convaincu par le couple céramique-céramique. Le jour où il y aura des roulements à billes sur les réacteurs d'avion en céramique,
je reverrai ma position. Sur les soupapes de voiture aussi, ça avait été essayé. Oui, oui. Non, non, je suis un grand classique. Parfait. On a fait Bamako, Martinique, Tahiti, Limoges, le plus loin. Voilà, le plus loin, le plus difficile isolé, d'accès. le plus isolé, Limoges, qui a du mal à se brancher en informatique. C'était vraiment très intéressant. Et donc c'est enregistré et je vais faire savoir à tout le monde qu'il faut voir et revoir ce film. Et même si on a eu l'impression qu'on a un peu trop insisté sur le côté des défauts, ça fait rien, ça fait réfléchir. En tout cas, je pense, s'il y avait un message, bien informer les patients de ce risque très particulier de la céramique, qui est la fracture et le squeaking. Oui, et puis tu sais, il y a simplement 10 ans, il n'y avait pas d'autres alternatives. C'est-à-dire, il y avait cette céramique avec ses risques, le métal qu'on nous avait enlevé alors qu'il ne donnait pas tellement de complications lorsque la tête faisait 28. Et donc, si on voulait un couple dur, on avait céramique. C'est vraiment l'apparition du polyéthylène réticulé qui rechange la donne. Tout à fait, tout à fait. Ce qui ne veut pas dire que mettre une céramique il y a 10 ans n'était pas la bonne solution. Ah ben oui, mais c'est l'évolution de la chirurgie. Oui, voilà. Alors, bien que ce soit des vieux chirurgiens qui l'aient dit, ça reste vrai. Il ne faut pas croire que la céramique, c'est récent. Moi, quand j'étais un jeune interne à Bordeaux chez M. Anton, j'avais déjà des représentants médicaux qui m'expliquaient que la céramique était au point, que c'est ce qu'il fallait utiliser, 1979. Oui, ben, tu vois, 9 ans après Et après 1979. 3 ans, ils m'ont dit la céramique précédente n'était pas au point, mais celle de maintenant, elle l'est. Donc, ça a toujours été quelque chose qui va être au point plus tard. Allez, on vous quitte à tous et on vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Ah oui, trop tard. À la semaine prochaine, je voulais dire, c'est Lévon Doursounian qui nous explique comment il a créé Maîtrise orthopédique. Je crois que ça va vraiment être intéressant. Faites-le savoir autour de vous. C'est sympa. Ça va être folklorique. Allez, salut à tous.